Si vous voulez tuer une nation, décimer une nation, faire disparaître un pays de la carte du monde, point besoin d'y larguer des bombes, point besoin d'y aller avec son armée pour recoloniser ce pays ou ce continent, comme le conseil, le général français, ancien chef d'état-major des armées françaises, le général François Lecointre, dont je vous passe juste un petit extrait là. Ce qui est notre destin commun à nous Européens, c'est la Méditerranée et l'Afrique, où notre destin se joue. Et donc nous avons en permanence essayé, nous Français, d'entraîner les Européens dans cette prise de conscience de la nécessité d'agir collectivement en Afrique et en Méditerranée. Et je suis absolument désolé de voir l'échec de nos engagements au Sahel, et je pense que de toute façon nous aurons à nous reposer la question. Et donc je pense que cet intérêt commun-là devrait un jour faire que l'Europe se décidera à agir comme une entité politique qui ira défendre elle-même ses intérêts, y compris par le moyen de l'engagement de ses armées. Non, vous n'avez pas besoin de faire ça. Aujourd'hui, c'est quand même compliqué et c'est moralement inadmissible. Et c'est pour ça que l'Afrique s'offusque de ces déclarations de ce général, de ce haut gradé de l'armée française. Il suffit simplement d'abaisser le niveau d'éducation. Et qui dit éducation dit connaissance. Qui dit connaissance dit recherche et développement. Il suffit de faire en sorte qu'une partie du monde, un pays ou un continent ait un niveau de recherche très bas, qu'il y ait un investissement dans la recherche et développement si bas que cette partie du monde ne sera que consommatrice de ce qui est produit ailleurs. Et donc, vous avez la dépendance à tout. Pas simplement une dépendance militaire, mais une dépendance scientifique, dans le sens général du terme, et donc une dépendance dans la consommation des biens de première nécessité. Moi, je veux ici vous parler en fait de la dépendance scientifique de l'Afrique. Et ça, je me base sur des données d'un réseau international de recherche auquel j'ai eu la chance, mais aussi la douleur d'appartenir. C'est le réseau GBD. GBD, c'est Global Burden of Diseases. Global Burden of Diseases, qui est donc ce consortium, ce network de collaboration des chercheurs internationaux dans le domaine de la médecine, un consortium qui est en collaboration avec le journal The Lancet, voilà, et publie donc régulièrement, tous les 2 ans, à peu près un update de l'état des lieux de la santé dans le monde, en termes de charge en maladie, c'est-à-dire quelle est la proportion de telle ou telle maladie dans une population donnée, et ce à travers le monde. Voilà. Donc c'est un réseau de collaboration épidémiologique, la veille épidémiologique, pour savoir exactement ce qui se passe dans le monde en un temps T. Et ce, on parle des années 1950. Donc de 1950 en 2024, comment chaque maladie a évolué dans le sens de l'augmentation, de la baisse, de la stabilité. Parce que quand on sait comment une maladie évolue, on peut imaginer quels sont les moyens qui ont été mis en jeu pour pouvoir donc éradiquer cette maladie, puisqu'on a quand même pour objectif de pouvoir vivre mieux et plus longtemps dans le monde. Donc c'est un scope général des maladies dans le monde, évalué donc par ce réseau de chercheurs. Et donc, moi j'ai le malheur de faire l'évaluation de l'évolution en Afrique, car c'est le continent qui m'intéresse particulièrement et pour lequel j'ai quand même un certain nombre de connaissances me permettant de donner des avis. Et donc, quand vous voyez cette publication aussi, qui est la publication majeure, récente, donc de la version 2021, voilà, donc on parle des années 50 en 2021, quel est l'état des lieux de la santé dans le monde. Et nous puisons des informations sur la base des publications, donc des travaux faits à travers le monde par les équipes de chercheurs du monde. Il y a donc 2 données importantes qui nous intéressent. Il y a la source générale d'information, c'est-à-dire quelles sont les publications qui sont produites dans tel ou tel pays, dans telle région du monde. Voilà, quelles sont les publications générales que nous avons scopées, et sur ces publications générales, quelles sont celles qui semblent être pertinentes et qui ont donc été retenues finalement pour faire l'analyse de la situation dans cette région du monde. Voilà. Et donc c'est sur cette base qu'on va dire que le paludisme, l'onchocercose, la malaria, le diabète, l'hypertension artérielle, les gastrites, l'adénome de la prostate
évolue dans tel sens, dans telle région et à telle période. Je m'en vais donc vous analyser ce que vous voyez là et ça témoignera de l'activité de la recherche dans chaque région du monde. Nous prenons par exemple la variable source d'information. Donc c'est dans quel panier on a pris telle ou telle information, telle ou telle publication. À propos donc de la source d'information, c'est-à-dire quels sont les travaux qui ont été listés dans tel ou tel domaine. Et en Europe de l'Ouest, le GBD a colligé plus de 31 millions de travaux de recherche. Pour l'Europe centrale, on est à un peu moins de 4 millions de publications. L'Asie centrale, environ 450 000 publications. L'Afrique de l'Ouest, l'Afrique centrale mélangée, c'est 23 000. L'Afrique de l'Est, c'est 49 000. Double de l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale. Vous avez le Southern Africa, donc c'est l'Afrique qui regroupe tous les pays qui sont dans cette Afrique australe. On est à 851 000 publications environ. Mais quand vous prenez l'Afrique subsaharienne dans sa globalité, c'est moins de 2 millions. Ça, c'est les données brutes des travaux faits, qu'ils soient pertinents ou pas, qu'ils soient de bonne qualité ou pas. Voilà à peu près l'activité générale d'aucune des régions citées ici, là, dans le monde. Mais maintenant, on va prendre donc les travaux qui ont été retenus par ce network collaboratif, le GBD, en considérant que ça, c'est des travaux qui sont pertinents, c'est des travaux qui méritent d'être cités pour faire l'analyse globale de la situation dans le monde. Donc, c'est ce que j'entends par la pertinence d'un travail, parce que tout travail n'est pas forcément bon. Voilà, on prend les bons travaux pour pouvoir les utiliser dans l'analyse générale. Et quand on prend donc les travaux pertinents, les citations qui ont été retenues, on se rend compte que on va avoir un peu moins de 1000 travaux en Europe de l'Ouest, 366 en Europe centrale, 259 en Asie centrale, 25 en Afrique de l'Ouest, une seule citation en Afrique centrale. Voilà. Mais quand on prend donc l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique centrale, quand on mélange, donc qui est essentiellement composé des pays d'anciennes colonies françaises, on est à 26 travaux. En Afrique de l'Est, c'est 38 travaux. En Afrique du Sud, c'est 19 travaux. Et donc, en Afrique subsaharienne, dans sa globalité, c'est 83 travaux. Il faut quand même faire un rapport entre les travaux pertinents et l'activité globale dans chacune de ces sous-régions. Et donc, c'est ce qu'on va considérer comme la pertinence de l'activité. Donc, c'est le rapport entre la source générale et les citations retenues. Et donc, dans ce rapport, l'Europe de l'Ouest a une pertinence d'à peu près 3%. L'Europe centrale est à un peu moins de 10%. Ok? Et l'Asie centrale est à peu près 6% de pertinence. Et maintenant, quand on vient en Afrique, vous vous rendez compte que c'est la catastrophe. C'est catastrophique en termes de pertinence de travaux. C'est qu'on est à moins de 0,00 beaucoup. Voilà. Hors des radars. Ça veut dire quoi? Comment interpréter cette activité de recherche médicale en Afrique par rapport aux autres régions du monde? C'est que l'Afrique paresse, l'Afrique dort, les chercheurs africains, s'il y en a, il y en a certainement, sont très peu et ont une production minimaliste, quasi inexistante. Et ce, pour plusieurs raisons, nous le savons. Non seulement les politiques de santé publique, les politiques en termes de recherche sont quasi inexistantes. Alors que la recherche et le développement consacrent une moyenne de 3 à 5%, voire plus dans certains pays, de leur budget de fonctionnement annuel, les pays africains les meilleurs, que sont par exemple le Botswana, un peu l'Afrique du Sud, quelques pays de l'Afrique du Nord, sont à peu près 0,5%. Plusieurs pays de l'Afrique subsaharienne francophone, et pas que francophone, sont à moins de 0,1%.
0,1% du budget dédié à la recherche et développement. Alors comment est-ce que des chercheurs peuvent travailler s'ils ne sont pas financés? Car le financement doit d'abord être étatique. Il y a l'État qui a une fonction régalienne en termes de recherche et développement, doit investir pour ça. Les pays africains n'investissent pas pour la recherche et développement. Et vous avez ensuite le fait que les chercheurs eux-mêmes n'ont pas la passion nécessaire pour faire de la recherche. Parce que la recherche, c'est d'abord une question de passion. Il n'y a pas un gain direct financier. Il faut être animé par la passion de ça. Et la recherche, elle se fait d'abord dans le milieu universitaire. Or, les universités africaines recrutent plus par esprit de cooptation pour la reproduction des semblables que par vocation. Or, l'universitaire qui est d'abord un chercheur doit avoir la vocation pour faire de la recherche. Mais l'universitaire a faim. Il vit à peine de son métier d'enseignant. Et quelqu'un qui a faim n'a pas le temps de chercher. Et, résultat des courses, l'Afrique marque le pas. Alors les gens veulent dire qu'elle évolue à reculons. Et c'est pour cette raison que nous nous rendons compte que, quel que soit le domaine d'activité dans nos sociétés, l'Afrique est consommatrice, mais ne crée pas, n'innove pas, n'apporte pas sa touche dans la course au développement. On l'a vu avec la Covid, les vaccins de la Covid, et pas que les vaccins de la Covid. Le taux de publication sur l'épidémie, enfin la pandémie Covid, le taux de publication venu d'Afrique est minimaliste. Moins de 3% des publications mondiales venaient des laboratoires africains. Or, on a eu aussi la Covid. Toute l'Afrique a été incapable d'imaginer même amorcer une recherche sur la production d'un vaccin. Nous consommons, nous ne produisons pas. Et avec ça, nous allons avoir toujours les pays occidentaux vouloir venir jouer au paternalisme contre-productif en Afrique, dans le domaine de la sécurité. Parce que la sécurité, les armes, il y a de la recherche, il y a la recherche dans l'armement, il y a la recherche dans la santé, il y a la recherche spatiale, il y a la recherche pour voir des satellites performants, pour le réseau Internet. On a vu l'accident qu'a connu les câbles qui alimentent l'Afrique pour fournir un réseau Internet. Pendant plusieurs jours, plusieurs pays africains étaient paralysés. Mais parce que nous n'avons pas l'expertise, nous n'avons pas la même mise sur certains pans de l'économie et du développement en général. Tout ça parce que nous n'investissons pas dans la recherche. Il est donc temps que l'Afrique se réveille. Il est temps que les chercheurs africains réclament les moyens de leur État pour pouvoir rentrer de manière active dans la compétition mondiale sur la recherche. Ceci est vrai dans tous les domaines. Et, comme je venais vous le montrer, est criard dans le domaine de la médecine. Soyons ambitieux, soyons concurrents, soyons rêveurs.